nini esali oboye? Na Melise Ododo. O Melise Ododo putain. Na Melango. O Melango. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre PSB Mag, votre magazine d'information hebdomadaire sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces numéros dont voici l'essentiel de l'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, a, par l'entremise du chancelier national, procédé à la décoration de quelques personnalités ayant marqué l'histoire congolaise, parmi lesquelles on trouve le prophète Seigneur Raphaël Avarel. Et puis dans le chapitre électoral, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mohindo, a procédé au lancement de la formation de 10 300 formateurs devront conduire les processus électoraux en République démocratique du Congo. Voilà tout pour le titre. Merci de nous rejoindre. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, le chancelier national des ordres nationaux a procédé hier à la décoration de quelques personnalités ayant rendu des loyaux services à la nation, parmi lesquels le prophète Seigneur Raphaël Alavere, fondateur de l'Église de Jésus-Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit, décédé en 1964. Les détails dans ces reportages signés Aristote Ndombele. Chancelier des ordres nationaux, mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant de remise des médailles civiques aux cadres et agents de la Raobank. Je vous invite à prendre place dans la salle. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matute Zoloa, chancelier de l'ordre national, a procédé à la décoration de quelques personnalités ayant marqué l'histoire de la République démocratique du Congo à travers les loyaux services rendus à la nation. Tout a commencé dans les cercles de la Gombe à Kinshasa, où le directeur général de la Raobank a eu le privilège d'être décoré par une médaille d'or 20 ans après l'installation de sa banque en République démocratique du Congo. Agent de la Raobank SA, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons ce jour la médaille d'or, d'argent et de bronze pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Sincères félicitations. L'événement s'est poursuivi dans le musée national où les adeptes de l'église de Jésus-Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit se sont réunis par centaines pour assister à la décoration à titre posthume du chef spirituel et fondateur de ces mouvements politico-religieux, les prophètes Seigneur Raphaël Alavere. Pour son combat anticolonialiste, une médaille d'or des mérites civils lui a été décernée après la lecture de son parcours par le professeur Isidore Ndayouel. C'est un plaisir, un honneur pour l'historien que je suis d'être témoin de cet événement, un événement grandiose, plein de couleurs, devant la grande aristocratie coutumière de la région et de la grande aristocratie religieuse. En fait, cette cérémonie nous situe en réalité dans la longue histoire de résistance des populations congolaises à l'occupation coloniale. Une histoire qui devait continuer à être explorée et exploitée par les générations montantes afin que celles-ci en tirent des leçons face aux défis de notre temps. En effet, face aux méfaits et aux excès de la colonisation, les Congolais avaient opposé deux modes de résistance.
il s'agissait d'une part des révoltes des populations et d'autre part de l'enseignement contestataire des mouvements religieux jugés subversifs par le pouvoir colonial. C'est donc pour punir les révoltés et les leaders messianiques que le régime colonial avait instauré des prisons spéciales en plus du régime pénitentiaire classique. Ces prisons politiques étaient des formes d'exil avec femmes et enfants dans des camps de relégation appelés en abrégé des CARD, c'est-à-dire des centres d'amendement pour relégués dangereux. Évoquer la mémoire de Sanière Alaver, c'est naturellement lui rendre hommage, célébrer son élévation en tant que patrimoine national. C'est surtout l'opportunité de célébrer à travers lui les multiples acteurs de la résistance messianique effacée de la mémoire collective qui ont défié le pouvoir colonial, comme d'ailleurs Simon Padi de l'Église noire au Congo, ou la prophétesse Marine Koy chez les Ekonda et tant d'autres encore. Il nous faut cultiver la mémoire, car la mémoire, c'est l'avenir du passé. Or, rien n'est plus important que l'avenir, car seul l'avenir est à venir. Merci donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'y avoir pensé et d'avoir accordé cette distinction honorifique. Originaire du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu, le prophète Séni Raphaël reste un modèle pour la nation tout entière. Voilà qui justifie la présence dans cette cérémonie du député national et notable d'Idiofa, Dédé Mopassa, qui a salué cette reconnaissance de la chancellerie des ordres nationaux. C'est une cérémonie qui est constitutionnelle par le fait que le méritat doit animer nos communautés pour, d'une manière exceptionnelle, remarquer le prouesse de tout un chacun afin qu'on reconnaisse des modèles dans la société d'abord. Et pour les cas express ici, c'est quand même les gens qui ont lutté, ou parmi ceux qui ont lutté pour l'indépendance, et qu'il a fondamentalement un message qui est exceptionnel aussi, propre aux Noirs, propre à la culture africaine, propre à la dimension de la divinité, comme nous le disons. Donc, le corps, les hommes ont trois parties, la partie physique, la partie mentale et la partie extra-mentale. Donc, je pense qu'en ce qui concerne la foi, il est nécessaire pour nous, même si on ne peut pas croire, de reconnaître Sanière Alaver comme patrimoine africain dans tout ce qu'il a pu réaliser. En ma qualité de député, c'est vrai, je ne devais que faire cet effort au nom de tous les députés de ma circonscription, de ma province et de tous ces parlements. Je vais dire au nom aussi de Mbosso, pourquoi pas. Et voilà une fois une action qui a été montée et aujourd'hui vous avez vu comment des populations, les adeptes, des communautés de partout au monde sont fiers de ce qu'on vient de faire. Peu connu du grand public, le prophète Séni Raphaël Alaver est l'un des précurseurs du combat pour l'indépendance de la RDC, décédé le 17 mai 1964 à l'hôpital général de Kinshasa des suites d'une fièvre qu'il a contractée à la prison centrale de Makala où il était incarcéré et torturé pour ses opinions aux allures d'éveil de conscience collective. Ouvrons les chapitres électoraux. Plus de 10 300 personnels électoraux seront formés durant 2 jours. Le lancement a été fait dernièrement par le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moyindo. À l'en croire, les élections se tiendront bel et bien lieu le 20 décembre prochain. On l'écoute à travers ces reportages.
C'est aux environs de 10 heures de ce samedi 28 octobre que le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, a effectué une descente sur terrain dans le but de s'imprégner du bon déroulement du processus électoral en cours. Il était question de lancer le go de la formation du niveau 2 pour tous les personnels de la CENI à Kinshasa et en province. Plus de 1346 agents électoraux concernés par cette deuxième formation en cascade. L'activité a eu lieu à la salle d'amphithéâtre de l'université William Booth, après le mot du modérateur du jour, suivi de Madame la secrétaire exécutive, invitant le rapporteur Paul Mohindo à lancer le go de travaux des ateliers qui dureront 10 jours sur tout l'ensemble du pays. L'objectif, c'est d'avoir des participants qui arriveront à maîtriser tous les outils que nous allons utiliser pendant les votes. Cette formation est basée sur la manipulation de kits de dispositifs électoraux de vote, a souligné le rapporteur adjoint. C'est pour nous en fait un plaisir ce matin de constater que nous sommes engagés vers la tenue effective des élections dans notre pays. Et pour que les élections s'organisent, nous devons former les hommes qui doivent être à mesure de bien recevoir ces jours-là les électeurs. Nous devons former les hommes qui seront à mesure de bien manipuler les kits de vote. Nous devons former des hommes qui doivent savoir comment faire les dépouillements. Et donc c'est dans ce sens-là qu'après que nous ayons lancé la formation du niveau 1, aujourd'hui nous venons de lancer une formation du niveau 2 sur l'ensemble des 26 provinces. Ça veut dire, à l'heure où je vous parle, dans tous les chefs-lieux de ces 26 provinces se déroule cette formation qui commence aujourd'hui, qui va durer 10 jours. Et donc nous avons 1346 personnes qui sont concernées par cette formation et ce sont des agents formateurs qui vont aller former d'autres agents au niveau des différents territoires, ça veut dire différents territoires là que nous avons les antennes. Et parmi également les gens qui seront formés, nous avons les formateurs électoraux nationaux, nous avons les formateurs électoraux provinciaux, nous avons les membres des différents secrétaires exécutifs provinciaux, nous avons également les chefs des différentes antennes qui sont également concernés par cette formation. Ça signifie que la date du 20 décembre est une date effective pour la tenue des élections dans notre pays. Et elle est essentiellement basée sur la manipulation des kits, ça veut dire de la manipulation de dispositifs électroniques de vote, ce que nous appelons machine à voter. Il y a également les questions qui concernent les dépouillements des résultats, où nous avons également différentes fiches de formulaires qui sont également concernées par ces processus. Vous avez également les contentieux, vous avez également des domaines sur les finances, vous avez également sur la transmission, donc il y a des domaines qui concernent la tenue des élections et sur les procédures d'organisation des élections, et c'est sur toutes ces matières que ces gens vont être formés. Le cap vers la convocation du scrutin des élections de 20 décembre est désormais réel. Avec l'acquisition des bateaux reçus dernièrement, la CENI est prête à planter les décors pour la tenue des élections dans le délai en RDC. Restons dans le chapitre des élections en RDC en prélude du scrutin général prévu le 20 décembre prochain. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a lancé la campagne de sensibilisation des professionnels des médias et des acteurs politiques sur les codes des bonnes conduites en période électorale. Son président Christian Bossembe a invité toutes les parties prenantes à la tolérance mutuelle. La grande salle de réunion du centre CEPAS a servi de cadre pour le lancement de la sensibilisation et directive de la campagne électorale et de bonne conduite des journalistes en République démocratique du Congo. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, a tenu à vulgariser les règles du jeu électoral tant pour les professionnels de la plume et du micro que pour les acteurs sociaux-politiques en cette période si cruciale pour la démocratie dans le pays. Aux acteurs politiques et de la société civile, le CESAC a martelé sur la tolérance et le respect mutuel en cette période électorale et a prêché les uns et les autres à bannir le discours de la haine et du tribalisme, mais plutôt à privilégier l'unité et la cohésion nationale. De l'autre côté,
Les régulateurs des médias congolais a exhorté les journalistes de la radio, télévision et de la presse écrite à présenter des émissions et des publications de manière équitable en faveur de tous les candidats. Le CESAC ne règle pas la question de à qui donner le titre de la qualité du journaliste ou à qui ne pas la donner. C'est ça dont il s'agit. Donc j'ai dit que dans le cas de M. Eliezer, nous ne pouvons pas en tant que CESAC demander le retrait de sa carte parce que ce n'est pas nous qui le lui avons donné. Donc nous avons dit ceci, si l'UNPC mène un plaidoyer ou prend des sanctions dans ce sens-là, ça sera à l'UNPC de prendre l'initiative. Parce que nous, ça ne nous concerne pas. Qu'il soit journaliste ou qu'il ne soit pas journaliste, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème chez nous, quand on regarde Eliezer, on ne le regarde pas en tant que journaliste seulement, nous le regardons en tant que producteur de contenu. Donc si son contenu est malveillant, il va être sanctionné non pas parce qu'il est journaliste, mais parce qu'il est producteur d'un contenu. Il faudrait qu'on s'entende sur cette question-là. Puisque la question de qui a donné le titre, qui a donné la qualité, ça c'est pas nous. La question de qui a donné la qualité, c'est au niveau de l'UNPC. Et puis donc, vous devez savoir qu'aucune menace, je ne vous menace pas. Au contraire, je vous dis ce qui va arriver. Au cas où les gens ne respectent pas la loi, voici ce qui va arriver. Mais il ne s'agit pas d'une menace. Pourquoi je vous menacerais? Pourquoi on menacerait des hommes aussi nobles et qui font une profession noble? Donc, il n'y a pas de menace quant à ceux. À noter que cet exercice, combien important pour l'enracinement de la démocratie, s'est soldé par un jeu de questions-réponses. Quittons Kinshasa pour la province d'Elituri où l'évaluation de la situation sécuritaire était au centre des échanges le week-end dernier entre le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny et le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plusieurs questions étaient évoquées, notamment celle des déplacés internes. Suivez. Oui, je suis venu rendre compte parce que je suis redevable. Et je dois rendre compte à ma hiérarchie. Et donc nous avons fait une évaluation avec le Premier ministre. Mais vous savez que le Premier ministre a toujours été très attentif à nos problèmes. Chez nous, en Ituri, ici je dois parler de la population, vous savez qu'avec les opérations, après toutes ces opérations que nous avons menées, nous avons eu beaucoup de retournées. Et que donc il faille prendre en charge ces retournées-là. Je suis sûr que vous êtes au courant que la dernière fois, nous avons été, la dernière zone c'était Tchabi, c'était Boga, c'était Bourazi et tout, où nous nous sommes déportés. Et que donc nous sommes venus rendre compte ici, lui dire qu'il y a des retournées et que aussi l'autre phase, c'est qu'il faudrait que ces populations qui sont dans les sites, n'est-ce pas, rentrent chez elles à la maison. Et donc je suis venu parler avec le chef d'État, avec le Premier ministre pour qu'on prenne ces populations en charge. Et il est tout à fait d'accord. Voilà. Nous sommes prêts, nous avons documenté beaucoup de cas. Et Dieu merci aussi, la justice internationale nous a entendu, je suis sûr que vous le savez aussi, dans 2 ou 3 jours, nous aurons le procureur qui va arriver à Bunia pour que tous ces petits malins qui croyaient, n'est-ce pas, s'amuser et tout, qui voient déjà que nous étions en train de travailler. Donc nous menons ce qu'on appelle des activités concurrentes, justice, opération, dialogue et ainsi de suite, pour que ces gens-là soient pris à un certain moment dans un étau. Ceux qui ne voudront pas, ça sera les opérations. On leur donne encore cette chance. Et puisqu'on en parle, 1 500 000 déplacés internes et des milliers de réfugiés identifiés en Ouganda. C'est les bilans dramatiques que dresse la société civile locale de Bunia suite à l'insécurité et aux affrontements entre les forces armées de la RDC et les forces négatives qui se vissent dans cette province d'Elituri. Le détail dans ces reportages signés la presse d'Elituri. La province d'Elituri, issue du démembrement de l'ancienne province orientale, est l'une des provinces les plus riches de la RDC du fait de son sous-sol riche en or et pétrole. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, cette province est secouée par de nombreux conflits des groupes armés négatifs locaux et étrangers, ce qui a forcé des milliers de déplacés internes et des réfugiés à se diriger vers le pays voisin, l'Ouganda. Le nombre que nous avons dans les statistiques récentes, c'est que nous avons plus ou moins 1 500 000 déplacés internes dans principalement Irumu et Djougou. Et ils sont dans 62 différents camps de déplacés.
Et ceux qui sont en dehors du pays, on les estime à plus ou moins 1 million aussi. Les forces vives de l'Ituri saluent l'état de siège décrété par le chef de l'État pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La société civile se dit confiant quant à l'avenir. Nous, comme la population de l'Ituri, nous avons tant souffert que la présence de ces autorités soit la fin de ce genre de souffrances, de guerres, la fin des massacres. Parce que ce qui se passe en Ituri, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui est mort, pourquoi couper sa tête? La mobilisation générale autour des forces armées de la République, cet appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un écho favorable au sein de la communauté musulmane qui promet un accompagnement spirituel. Je peux dire, l'islam veut dire la paix et la tolérance. Il faudrait qu'on puisse contribuer pour cette paix et que cette paix soit pérenne. Mais aussi accompagner ce gouvernement militaire qui fait de bons travaux sur le terrain parce qu'on commence déjà au moins à avoir des résultats. Ça nous fait plaisir, ça fait confiance. L'armée a le soutien de la population. Tous comme un seul homme autour des FARDC pour barrer la route aux ennemis du développement. En tout cas, c'est le souci de tout Congolais épris de paix. Quittons la province de l'Ituri pour celle du Nord Kivu voisin où séjourne le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général Christian Chiwewe Songesha. À son arrivée à Goma, le numéro 1 de l'armée congolaise s'est imprégné de la situation sécuritaire de manière générale avant de présenter aux troupes le nouveau commandant des opérations dans cette zone. Suivez ce reportage. En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les commandants de grandes unités de FARDC au centre de coordination conjointe des opérations militaires ce 7 novembre 2023 à Goma. Réarmement moral, booster la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23/RDF. Pour parvenir à plus d'efficacité a été les maîtres mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant-général Falesi Kabwe, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette celle de coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. À lui, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur ad intérim du Nord Kivu, et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais, a expliqué le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sika Bouefal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, a aussi visité quelques lignes physiques de front. Restons dans la province du Nord Kivu. La MONUSCO s'est dit inquiète de la progression des rebelles du M23 vers Goma. Voilà qui justifie la mise en place de l'opération appelée Springbok. Cette opération qui mettra ensemble pour les opérations de la MONUSCO et ceux des forces armées de la République démocratique du Congo, justement pour sécuriser la cité de Saké et la ville de Goma sous menace. Reportage. Pour la sécurisation de la ville de Goma et la cité de Saké, la MONUSCO, conjointement avec les FARDC, lance l'opération Springbok contre le M23. Le commandant en chef des forces de la MONUSCO l'a signifié à l'opinion ce vendredi 3 novembre 2023 au cours d'un point de presse animé à Goma avec le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Le général des corps d'armée Miranda Filo promet de ne jamais abandonner la population jusqu'au dernier jour de son mandat. Les M23 progressent actuellement vers le sud, le long de la RN2 et de la route provinciale D30, en direction de Saké, cité qui suivait un rempart essentiel dans la défense
de Goma. La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée nationale congolaise, les FARDC, pour protéger les civils des groupes rebelles armés. C'est pourquoi aujourd'hui, les personnels militaires de la MONUSCO et de la FARDC ont lancé l'opération Springbok. Notre objectif principal est d'arrêter toute envie des groupes armés illégaux d'envahir Saké ou Goma. Nos troupes sont déployées dans toute la région. Et si jamais les groupes armés illégaux s'approchaient de cette ville, la MONUSCO et les FARDC défendraient la population civile. L'armée salue l'avènement de l'opération Springbok. Le colonel Guillaume Ndjike donne une chance à la réussite de cette opération conjointe dans cette approche défensive. Ce qui est important ici, et c'est que nous estimons être vraiment très important, nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, c'est cette façon de mener les opérations de manière conjointe parce que nous supposons avoir devant nous un même ennemi. Cette décision de la MONUSCO est saluée par la société civile, force vive, mais elle se pose la question de savoir pourquoi défendre tout simplement Goma et Saké, s'exclame Placide Nzilamba, coordonnateur national de cette structure citoyenne. Nous devons quand même procéder au diagnostic de ce qui a fait à ce que la MONUSCO connaisse des débâcles dans les jours passés. Parce que tout simplement, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de moyens, que le M23 était bien équipé, que la MONUSCO, ils ne pouvaient pas faire face. Mais bon, ces revirements qui arrivent nous poussent quand même à dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord de s'asseoir et analyser qu'est-ce qui a conduit à cet échec la fois passée, pour qu'on revienne maintenant pour dire on défend seulement Goma et Saké. Moi je pense que nous avons besoin de la paix partout et non à Goma. Toutes les entités qui connaissent aujourd'hui l'insécurité ont besoin de la restauration de l'autorité de l'État. Et la MONUSCO, si elle s'est dit qu'elle vient nous accompagner sur ce chemin-là, doit aller partout où nous avons besoin de la paix. Ces conflits actuels demeurent une menace majeure à la situation humanitaire, déplore le commandant en chef de la force de la MONUSCO. Et pour clôturer avec le chapitre sécuritaire, une mission gouvernementale a été dépêchée à Goma dans la province du Nord Kivu pour la construction de plusieurs écoles pour faciliter l'apprentissage des élèves. Question pour le gouvernement de la République de prendre en charge les déplacés des guerres. Suivez ce reportage. La situation sécuritaire persiste dans la partie est de la RDC. Et elle est à la base de plusieurs mouvements de population. Face à cette situation, le gouvernement central répond à un SOS lancé par le gouverneur pour la scolarisation des élèves dans les camps des déplacés. Sur recommandation du président de la République, nous avons reçu un courrier de la province, du gouverneur de province, pour aider la province à scolariser les enfants qui sont déplacés de guerre. Donc nous sommes là pour construire les salles de classe d'urgence afin que tout enfant congolais qui se trouve dans le territoire de Goma puisse aller à l'école pendant ce temps en attendant de rentrer dans son village. Nous avons 20 salles qu'on doit construire en urgence. Après Goma, nous allons au sud Kivu, où il y a aussi une situation de catastrophe, comme nous avons suivi dans les médias, où on doit remettre les enfants à l'école. Alors l'objectif de ce programme, c'est quoi? C'est tout à fait... c'est le programme de chef de l'État, c'est la gratuité de l'enseignement et le droit à chaque enfant congolais d'être scolarisé. C'est tout à fait... c'est le programme de chef de l'État, c'est la gratuité de l'enseignement et le droit à chaque enfant congolais d'être scolarisé. L'enseignement des bases est une priorité pour le gouvernement congolais et les efforts dans ces secteurs sont multiples, notamment la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et la construction des infrastructures scolaires en milieux ruraux.
50 ans déjà depuis qu'existe l'Institut Salongo des Bandalungwa. À ces sujets, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, a lancé officiellement le projet de construction du bâtiment devant abriter les activités du cinquantenaire de cette école. Ces travaux sont initiés et financés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Voilà qui justifie la pose de la première pierre par l'autorité urbaine. Un peu de ciment, quelques gestes avec la main, c'est fait. La première pierre pour la construction du bâtiment de l'Institut Salongo de Bandal est posée. Ces travaux de construction du bâtiment de cette école s'inscrivent dans les grands projets de la commémoration des 50 ans d'existence de cet établissement d'enseignement à Kinshasa. Édifice construit il y a 50 ans grâce à l'opération Une brique, une parcelle. Il marque le début d'un grand projet, fruit d'un travail acharné de plusieurs associations et personnalités de la commune de Bandalungwa. L'Institut Salongo qui nous accueille aujourd'hui est l'œuvre de nos parents qui, il y a 50 ans, par l'initiative de papa Pierre Kusukika de Heureuse Mémoire, ont construit cette école par l'opération Une brique par parcelle pour Salongo. Qui était papa Pierre Kusukika? Pierre Kusukika a commencé sa carrière professionnelle comme moniteur à l'école Saint-Georges de Kitambo et en 1958, il est nommé directeur de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle et de 1959 à 1974, il sera directeur à l'école primaire Saint-Ancien de Bandalungwa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, s'engage à soutenir ces projets jusqu'à sa matérialisation. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver ici à cet endroit. Vous ne pouvez pas imaginer les sentiments qui m'animent en ce moment. Je voudrais porter un témoignage, un tout petit témoignage. Cette école est le fruit sorti des entrailles des Ndalois eux-mêmes. Je me rappelle à cette époque, j'étais encore en 3e primaire, on nous obligeait, c'était une obligation, d'amener des briques. Donc chaque élève devait participer à la construction de cette école moyennant quelques briques. C'était 2 briques qu'on exigeait à chaque enfant. J'ai commencé l'école primaire, d'ailleurs même l'école maternelle, ici à Bandalungwa, à Luma, sur la rue Luma, il y avait une petite école maternelle au coin de cette avenue-là. Et ensuite, je suis venu ici à l'école laïque 2 de l'époque. C'est devenu l'Institut Ngoma. En première année, notre moniteur de l'époque s'appelait Maître Jama. Avec ces travaux, l'Institut Salongo des Bandal va offrir aux élèves un cadre moderne pour leur apprentissage. Parlons culture pour mettre fin à cette édition de votre magazine, Madame, Messieurs. Sachez que les artistes musiciens gospel Franck Moulaja et Michel Bakenda étaient reçus la semaine dernière par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Foura. Au menu de leurs échanges, la numérisation du secteur de la musique, particulièrement sur les plateformes telles que YouTube. Au sortir de cette audience, les artistes musiciens se sont dit satisfaits de l'oreille attentive de la ministre. On les écoute tour à tour. Parce que justement, nous sommes à l'ère du numérique. Vous savez, il y a des évolutions. Il y a eu des CD, il y a eu des cassettes. Et là, tout est en streaming. Et c'est vraiment un réseau très vaste. Il faut absolument une protection, on va dire, officielle du ministère de la Culture. Et c'est le sujet, c'est l'un des sujets que nous avons eu à traiter avec Madame le ministre. Elle a bien reçu cela et nous pensons vraiment que dans les jours qui viennent, la musique gospel aura beaucoup plus d'ouverture, mais aussi de protection du point de vue numérique. Nous avons souligné le fait que les vues, vous voyez, les vues de la RDC ne sont pas monétisées. Et donc, si vraiment ce processus-là peut être abouti,
ce sera une très bonne chose, et pour nous artistes, mais également pour l'État, pour notre pays. Je pense que c'est très important, surtout en tant qu'enfant de Dieu et surtout en tant que gospel, okay? Parce que le mot gospel voudrait dire évangile, donc nous sommes censés d'apporter la vie, de recadrer les choses. Donc l'éthique, c'est nous, c'est quelque chose qui s'identifie à nous, et je pense qu'il est important à l'ère d'aujourd'hui de pouvoir insister sur ça. Madame la ministre a bien fait de nous demander ça, car d'ailleurs nous sommes déjà dans ça. Mais il est important d'insister encore sur ça. Et c'est par cette page culturelle que nous mettons un point final à cette session d'information. Mais si vous nous avez pris en cours, voici l'essentiel de l'actualité à retenir. Le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, a par l'entremise du chancelier national procédé à la décoration de quelques personnalités ayant rendu les loyaux services à la nation, parmi lesquels le prophète Sani Raphaël Alavert. Et vous l'avez suivi dans ce journal, la CENI a procédé au lancement de la formation des formateurs des agents électoraux. Vous avez écouté à ces sujets Paul Mohindo, rapporteur adjoint de la centrale électorale, qui a parlé des 10 300 personnes qui sont commises à cette tâche. Ainsi prend fin cette édition de votre magazine PSB Mag. Merci de nous renouveler votre fidélité. À très vite.